ce nouveau sous-marin nucléaire russe qui prend fonction. Il a pris fonction à la fin de l'année 2024. Le tout nouveau sous-marin d'attaque nucléaire de classe Yasen-M, Arkhangel, je ne sais pas si vous avez, colonel, quelques précisions à donner là-dessus. Il est désormais le 4e sous-marin de cette classe-là, le 2e à être intégré à la flotte du Nord russe en pleine expansion. Qu'est-ce qu'on sait de cette flotte russe? Alors on sait qu'elle va mal en mer Noire, puisqu'elle n'arrive pas à tenir la mer Noire, ce qui est quand même une grande humiliation pour les Russes, mais en dehors de ça, sur l'investissement qui est fait. Alors, sur la marine russe, c'est à la fois une priorité. Le problème des Russes, c'est qu'ils veulent avoir tous les instruments d'une grande puissance militaire, mais avec le produit intérieur brut de l'Italie, quoi. Et donc, ils veulent un arsenal nucléaire pléthorique, ils veulent une armée de l'air puissante, et ils veulent aussi une marine, parce que quand on est une grande puissance mondiale, on a une marine et on est présent partout dans le monde. Le problème, c'est que ça coûte cher, ils ont des problèmes industriels, ils ont des problèmes d'ingénierie, et donc ils ont quand même quelques difficultés. Alors ils ont une marine qui est sur le papier qui est puissante, hein, mais qui est très vieillissante, qui est quand même largement héritée encore de l'Union soviétique, et ils ont un peu de mal à sortir des nouveaux navires, des nouveaux vaisseaux. Alors là, Arkhangel, donc c'est un sous-marin nucléaire d'attaque, hein, il faut quand même préciser. Donc il n'est pas destiné à lancer des missiles nucléaires. En revanche, comme tous les nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque, il peut lancer des missiles de croisière. Donc avec ce sous-marin, on pourrait frapper à terre à grande distance, à grande portée. Les nouveaux sous-marins français, les sous-marins nucléaires d'attaque et les Suffren ont également cette capacité, par exemple. Souvenez-vous ce qui s'était passé en août 2000, au tout début de l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, avec le sous-marin Kursk, justement, de cette flotte de la mer Baltique qui s'était abîmée en mer de Barents. Après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça serait un exercice de torpille qui se serait mal déroulé. Mais surtout, ce dont on se souvient, c'est que Vladimir Poutine avait refusé l'aide internationale et que donc tous les marins étaient morts. Et il était... Et ça avait fait scandale, même en Russie. Ça avait fait scandale parce que Vladimir Poutine n'avait pas écourté ses vacances. Il était à l'époque à Sochi, sur la mer Noire, et il avait quand même, sur les conseils de certains, il s'était rendu dans la ville fermée de laquelle provenaient tous ces sous-mariniers, et il s'était tenu pendant 3-4 heures face aux familles qu'il avait huées, qu'il avait insultées, et on dit que c'est depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis le tout début de son règne, entre guillemets, qu'il ne supporte plus d'être face à une foule de ses propres citoyens, sauf si, bien sûr, c'est organisé. Or là, ça n'était pas organisé. C'était la vindicte l'anecdote citoyenne. terrible des soldats qui avaient tenté même d'appeler, qui tapaient contre la coque, qui étaient restés, les Suédois, les Danois, et ils étaient tous morts, effectivement. Et c'est d'ailleurs la première fois que Mme Thatcher avait parlé ensuite de l'extrême dureté, sur l'inhumanité à ses yeux de Poutine. Et c'est dit en venant de Mme Thatcher, elle n'était quand même pas la plus empathique. Quand Mme Thatcher dit ça, c'est que vraiment vous êtes, elle l'avait observé. Non, vous êtes méchant parce qu'elle était très humaine en réalité, Mme Thatcher. Guillaume et moi, nous en sommes témoins, mais là, vous avez des anti-Thatcher un peu primitifs, vous voyez, Guillaume. C'est pas grave, on leur pardonne. Vous êtes charitable. Sans aucun doute, mais Vladimir Poutine est un homme qui ne s'excuse jamais, et il s'est tout récemment excusé. Il y a quelques jours, face à la catastrophe aérienne en Azerbaïdjan. Donc, s'il s'excuse, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Et, bon, ça, on pourrait faire toute une émission là-dessus, mais c'est parce que l'Azerbaïdjan compte pour la Russie, justement, notamment pour contourner les sanctions. On va en venir dans quelques instants à ces déclarations extrêmement fortes ce soir de Volodymyr Zelensky qui semble donner un nouveau cours, disons, de négociation avec Trump, avec Poutine. Mais d'abord, encore un mot sur ces rapports de force très directs. Ce qui s'est passé avec le Legolas, ce navire arraisonné par les Finlandais. Et je rappelle cette image incroyable où il y a un commando finlandais qui prend possession physiquement, qui atterrit par force, par vive force du bateau. Est-ce que ça, c'est un cap quand même? On n'est plus là, comme le montrait Guillaume, simplement au frôlement, etc. Il y a un contact physique, il y a une prise en force. C'est vrai, même si c'est à ce bateau-là que je faisais allusion en expliquant le pétrolier qui laissait malencontreusement traîner son ancre, parce que c'est un navire civil et il fait l'objet d'un arraisonnement militaire par des commandos, et effectivement c'est parfaitement légitime compte tenu de ce dont ce bateau est soupçonné. Ce qui est intéressant, c'est que
officiellement, ce bateau n'est pas russe. Il est immatriculé dans des îles exotiques et pour le coup, il est bloqué. Et il ne peut plus repartir. Alors même qu'il y avait eu un bateau chinois qui avait été arraisonné un peu dans les mêmes conditions. Et là, pour le coup, le bateau chinois était reparti. Donc, probablement que les Russes inspirent moins d'inquiétude que les Chinois, en tout cas, qui a moins peur d'un incident diplomatique. Le cap qui est franchi là, le fait qu'il y ait eu une prise de possession physique des forces finlandaises, mais c'est très important parce qu'on est systématiquement en train de se demander comment réagir face à ces méthodes hybrides, cette dissimulation, cette manière de nous faire la guerre tout en restant sous le seuil de la létalité. Et se manifester, vous avez raison d'employer l'expression contact physique, se manifester physiquement, c'est montrer sa détermination, c'est montrer le fait qu'on ne va pas rester les bras ballants juste à faire des tweets et des déclarations pour regretter ou condamner, mais qu'on est capable de réagir et de réagir de manière maîtrisée et dans le cadre de la loi, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser des bateaux, même battant sous pavillon complaisance, menacer et endommager de l'infrastructure critique dans nos pays. Donc c'est simplement, j'allais dire, l'OTAN qui fait sentir sa présence dans des endroits où, encore une fois, elle remplit sa mission défensive. Mais effectivement, c'est d'autant plus spectaculaire que c'est la Finlande qui fait ça. La Finlande qui a été longtemps un pays neutre, c'était le pays de la paix. On y négociait des accords à Helsinki. Et aujourd'hui, la Finlande, c'est le dernier arrivé dans l'OTAN. Et c'est pas le moins offensif à en juger par cette opération. Et on peut le comprendre compte tenu de la proximité avec la proximité géographique avec la Russie, l'importance de la frontière qui existe entre les deux pays. Oui, enfin, et leur histoire aussi. Ils ont une longue histoire aussi de lutte contre la Russie. Absolument. Je pense que les pays, le fait que ça soit la Finlande, quand on parle beaucoup des pays baltes, de la Pologne, c'est aussi parce qu'ils connaissent historiquement. Moi, je sais qu'à Riga, il y a tout un musée sur l'occupation russe et soviétique, et c'est très important. Ils savent à qui ils ont affaire, et ils savent que si on est trop mou, ils vont pas nous prendre au sérieux.